Bonsoir. Au menu de ce journal, l'audience que le président Alpha Condé a accordée à plusieurs hommes d'affaires de Chine. Les entretiens ont porté sur des possibilités d'investissement à Conakry. Tous les détails, c'est dans cette édition. Le forum de Bofa, la rencontre fait des recommandations concrètes. Les fils du terroir veulent booster le développement local. Ils identifient tous les problèmes et font de la paix la première priorité. Une nouvelle passerelle à Bessia rond-point sur l'autoroute Fidel Castro. Un pont métallique a été installé hier soir. L'ancien en béton présentait plusieurs signes d'inquiétude et le département des travaux publics a anticipé. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Le président Alpha Condé poursuit sa visite de travail en Chine. Ce matin, il a reçu plusieurs chefs d'entreprise chinois à Beijing. Au menu des entretiens, la création d'entreprises en Guinée. Le chef de l'État a donné des garanties sécuritaires à ses investisseurs. Sanassi Keita. Ils sont venus nombreux, ces responsables d'entreprises de la République populaire de Chine, pour rencontrer le président de la République. Ceux évoluant déjà en Guinée et ceux qui veulent également s'implanter en Guinée. Tous ont été reçus tour à tour par le président de la République ce dimanche 2 septembre 2018 ici à Beijing. Au menu de tous ces entretiens, le soutien sans détour à la politique de développement du président de la République. Celle qui consiste surtout à ouvrir la Guinée aux investisseurs en vue de son développement économique. Tous les sujets ont été évoqués au cours de ces multiples discussions entre ces chefs d'entreprise de l'Empire du Milieu et le président de la République de Guinée, Professeur Alpha Condé, notamment l'eau, les habitats sociaux, la formation, l'agriculture, les infrastructures routières, énergétiques, portuaires, ferroviaires et aéroportuaires. Le président de la République n'a pas manqué, en tout cas, de rassurer ces hommes d'affaires de sa volonté à leur réunir toutes les conditions d'investissement possibles en Guinée, afin qu'ils apportent en toute transparence leur contribution au développement du pays. Un développement que tous ces responsables d'entreprises de la République populaire de Chine entendent réaliser pour le plus grand bonheur du peuple de Guinée. Les jours à venir donc, ces chefs d'entreprise de l'Empire du Milieu, évoluant dans divers domaines d'activité, commenceront à rallier la ville de Conakry pour venir davantage discuter avec les techniciens guinéens, chacun dans son domaine spécifique. En parlant d'entrepreneuriat, retour à Conakry avec la semaine de la jeunesse. Elle vient d'être lancée et permettra d'aborder plusieurs thématiques pendant 7 jours. Déjà, les sujets sur l'immigration, l'entrepreneuriat ou encore le rôle de la société civile sont sur la table. Et cette semaine de la jeunesse doit y apporter des réponses. Mounir Bari, Ramatoulaye Touré. Valoriser et promouvoir l'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes Guinéens, cette ambition s'annonce comme un défi pour le groupe Intelligentsia. Cette plateforme de communication ouvre la semaine de la jeunesse avec pour objectif stimuler les initiatives d'auto-emploi chez la couche juvénile. Au cours de ces 7 jours, des talents cachés seront dénichés et mis en exergue pour interpeller les jeunes sur leurs responsabilités sociales. On a voulu renvoyer à la face du monde un message qui dit qu'au sein de la jeunesse guinéenne, il y a beaucoup qui ont du talent, qui se battent, qui croient en la Guinée et qui continuent justement à se saigner à blanc pour accompagner le processus de développement de notre pays, qui dans leur secteur incarnent des modèles qui ont atteint un certain seuil de leur succès dans leur domaine respectif. On a voulu identifier justement ces jeunes et les mettre en lumière pour que le monde entier et toute l'opinion puissent se rendre compte que la jeunesse guinéenne regorge de talents, d'acteurs majeurs de son développement. La population guinéenne est composée de jeunes et jeunes. Donc si les jeunes se donnent à fond dans ce processus, à travers différentes catégories, à travers différentes formes de travail, je sais que le pays peut aller de l'avant. L'enjeu de cette rencontre est d'outiller les participants en vue de les amener à s'aventurer dans l'entrepreneuriat en lieu et place de l'aventure ambiguë de l'immigration clandestine.
Durant la semaine, les échanges permettront de créer l'émulation et de booster les compétences des jeunes. Les jeunes Guinéens ont beaucoup de capacités, ils sont bourrés de talent. Donc ils ont déjà relevé beaucoup de défis. Et le rôle de Jiawa, justement, c'est de mettre la lumière sur ceux qui ont réussi. Et je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui, c'est de montrer ce qu'on fait. Mais ils se battent tous les jours et ils font des choses extraordinaires. À partir de cette première édition, les autorités publiques entendent institutionnaliser la semaine de la jeunesse. Chaque année, les talents seront valorisés et les jeunes modèles vont être célébrés à Conakry comme à l'intérieur du pays. Je vous l'annonçais au sommaire, le forum de Bofa se veut une rencontre de propositions concrètes. Les jeunes natifs du terroir veulent assurer le développement de la localité, mais pour y arriver, il faut parvenir à trouver des solutions aux différents problèmes. Pour cette première édition, le renforcement de la cohésion sociale est la priorité. Abraham Christophe Conté, Bernard Tonguino. La situation s'impose comme un défi. Pour cette organisation de jeunes, le développement de Bofa est une priorité. L'idée est de sensibiliser les jeunes sur la création et la promotion d'emplois à travers l'entrepreneuriat. Ce forum vise à préparer et former ces jeunes à devenir des leaders porteurs de projets socio-économiques pour le développement de leur région. Suite à ma rencontre avec les jeunes de Bofa, nous avons décidé de mettre une plateforme en place. Une plateforme où les jeunes pourront débattre des problèmes de la préfecture et trouver des solutions. Des solutions car la préfecture de Bofa est une préfecture d'opportunités, de richesse. Et il faut que la jeunesse soit prête à profiter de toutes ces opportunités pour ne pas que nous tombions dans les mêmes situations que les autres villes minières. En l'occurrence, les conflits intercommunautaires, les conflits société-communauté. Donc pour éviter cela, il fallait que les jeunes se parlent et que nous trouvions des solutions. Au cours de cette rencontre d'échange, chaque acteur a exprimé sa volonté de participer au processus d'action pour le développement public. Cadres ressortissants, population locale, sympathisants et leaders religieux, tous sont conscients du défi qui s'impose pour sortir Bofa de sa situation actuelle. Nous sommes là pour noter toutes les recommandations qui sortiront de ce forum de la jeunesse de Bofa et les traduire justement en projets, en programmes qui vont favoriser la promotion et faire de la jeunesse de Bofa et à travers elle des jeunes Guinéens en général des instruments de participation au développement socio-économique du pays. Pour l'atteinte de leur objectif, les ressortissants de Bofa misent notamment sur la promotion de l'entrepreneuriat qui favorise la création d'emplois pour la couche juvénile, ce qui devrait améliorer les conditions de vie des populations locales. La jeunesse de Bofa veut faire une rupture comportementale par rapport au passé. Étant donné que la jeunesse est l'espoir de demain, surtout avec une jeunesse responsable, nous pensons qu'à partir de ce forum, Bofa, l'espoir est permis. Nous avons des idées maintenant qu'on n'en avait pas hier, mais aujourd'hui, Dieu merci, les intellos qui sont là, les cadres qui sont venus, ils commencent à nous donner des directives pour les organisations, pour en tout cas la vie courante. Située à 150 km de Conakry, Bofa est l'une des villes qualifiées de poumon économique du pays grâce à ses potentialités minières et touristiques. Malgré ses richesses, les conditions de vie des populations locales laissent encore à désirer. Le nouvel élan entamé par les natifs de la localité devrait changer l'image de cette préfecture, figurant parmi les premières circonscriptions administratives du pays. Assemblée nationale, les travaux de la loi des finances rectificatives se poursuivent. On est même dans la dernière ligne droite. Certains chefs de département tentent d'obtenir des rallonges budgétaires après avoir constaté que certaines lignes des dépenses ont été coupées. Robert Sidi Tomno.
Il s'agissait ici des travaux en intercommission, étape pendant laquelle des débats sont menés entre les présidents des différentes commissions de l'Assemblée nationale et techniciens des départements ministériels autour des inquiétudes sur les budgets sectoriels alloués avant la séance plénière. L'essentiel des préoccupations soulevées a porté sur la revue à la baisse des lignes budgétaires consacrées au volet investissement. Ils sont nombreux, les départements ministériels qui plaident pour la réhabilitation des lignes supprimées en vue de faire face à certains travaux d'urgence. Nous avons constaté qu'au niveau de l'énergie, des projets ont perdu certains financements qui étaient prévus dans le cadre de la LFR. Et le projet le plus visible pour moi là-dedans, c'est le projet d'eau des 5 villes. La ville de Leluma, de Tougué, de Gawal, de Yomu et de Lola. Il se trouve que ce projet est financé à hauteur de 90% par la BADEA et l'OPEP. La contrepartie, 10% en francs guinéens, a été reporté. J'ai estimé qu'en reportant ce financement-là, de 10%, ça donne un mauvais signal aux bailleurs de fonds qui doivent mobiliser la part en devise. Donc le ministre a pris bonne note. Le ministre du Budget, qui entend se battre pour tenir compte des plaidoiries, justifie la baisse drastique du volet investissement par les remous sociaux qui ont négativement impacté l'économie guinéenne en 2018. Il n'y a pas de coupe ex nihilo qu'on a eu à faire. Le travail a été fait déjà avec tous les départements. Il y a des gens qui veulent conserver des ressources alors que les dépenses qui sont afférentes ne sont pas clairement identifiées. Donc on ne peut pas continuer à garder ces ressources alors qu'il y a d'autres départements qui en ont besoin ailleurs. Vous avez vu que la RN1 Koya-Daboula a été préservée, la voirie urbaine a été aussi conservée. Et j'avoue qu'il y a une équipe gouvernementale qui est actuellement en Chine, qui est en train de négocier sur les modalités pratiques de mise en place de démarrage de ces projets. Les regards sont maintenant tournés vers l'explication des votes du volet dépenses avant la plénière sur l'examen et l'adoption du budget rectifié 2018. Gestion axée sur les résultats, le ministère de l'administration du territoire veut promouvoir la gouvernance locale en province. Une formation vient d'avoir lieu dans ce sens à Mamou. Plus de 50 cadres prennent part à ces cours pratiques sur de nouvelles connaissances. Mamadou Paté-Baldé. C'est la suite logique de la série de formations des cadres de l'administration du territoire et de la décentralisation en stratégie de gestion axée sur les résultats. Objectif, amener les bénéficiaires à cerner les questions de transparence, de participation citoyenne à la gestion des biens publics, ainsi que la problématique de l'application des dispositions légales et réglementaires, tant au niveau central que déconcentré. L'objectif général de cette formation est de renforcer les capacités de ces administrateurs territoriaux, élus locaux et de tous les autres acteurs impliqués dans le processus de la décentralisation, en leur dotant d'outils nécessaires de gestion efficace et efficiente pour qu'ils soient désormais à mesure d'assurer leur rôle et leurs responsabilités tels que l'envisage le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, conformément à la politique générale du gouvernement du professeur Alpha Condé. Pour le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, la gestion axée sur les résultats est un moyen de rentabilisation des systèmes de gestion des collectivités locales. Elle permet aux cadres des structures déconcentrées et aux élus locaux de planifier leurs activités au niveau local pour l'atteinte des résultats escomptés. Tout ce que nous planifions, s'il n'y a pas d'abord la participation, s'il n'y a pas l'atteinte des résultats, c'est dire que c'est une situation purement approximative. Cette formation qui réunit ici tous les cadres préfectoraux pour l'atteinte des résultats à partir des planifications, et cette formation
que nous voyons, nous d'abord, chargés de gérer ces collectivités locales, c'est tout juste l'atteinte des résultats à partir de nos planifications. Gestion axée sur les résultats, franchement, on avait besoin. On avait besoin parce qu'il y a plusieurs projets qui évoluent dans le cadre des collectivités décentralisées. Dans ces collectivités, il faut être rassuré que toute gestion que les généraux des collectivités vont diriger, que ça sera axé sur un résultat attendu. Le résultat attendu, c'est ce que les collectivités ont besoin. Le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, soucieux de promouvoir une bonne gouvernance locale à travers le pays, s'engage à poursuivre ces séries de formations en vue de rehausser le niveau des administrateurs territoriaux pour une décentralisation réaliste en faveur des collectivités, mais surtout avec la participation des collectivités. Direction Kindia, où le gouvernement organise des journées de réflexion sur le contrôle citoyen de l'action publique. Plusieurs cadres des services décentralisés prennent part à ces rencontres d'échange. L'idée, c'est d'améliorer la gestion des collectivités à la base. Moussa Bangora. Le rendez-vous de Kindia est pour ses administrateurs territoriaux une retrouvaille d'échange d'expériences venus des services déconcentrés et décentralisés du pays profond. Ces cadres et élus locaux s'approprient le contenu du document de politique nationale de la décentralisation. Une manière de renforcer leurs capacités dans la gestion de la chose publique, mais aussi de redynamiser le dialogue et la confiance entre gouvernants et gouvernés. L'objectif, c'est de clarifier la notion de contrôle citoyen, d'expliquer sa signification et d'analyser les éléments essentiels, les approches et les outils favorisant la réussite. Et les cadres de services régionaux dans le cadre, n'est-ce pas, de leur mission régalienne de coordination des services techniques préfectoraux doivent être suffisamment outillés, les permettant d'apporter tous les appuis nécessaires aux différentes structures préfectorales, sous-préfectorales et communales, adopter, n'est-ce pas, des attitudes de rendre compte. À travers ces assises, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation veut qualifier davantage la prestation de ces cadres régionaux en vue d'une meilleure gestion des collectivités. Cette session, c'est de renforcer les cadres des services préfectoraux afin d'être outillés pour une très bonne planification de leur activité au niveau préfectoral, dans le seul bénéfice des populations qui sont les véritables bénéficiaires. Parce que dans la planification, il n'y a pas de hasard. Et la gare est un outil performant dans le cadre de l'amélioration des services. Tout ce que nous faisons là, c'est axé, c'est la gare, la gestion axée sur le résultat. Donc c'est l'objectif, c'est d'atteindre le résultat. C'est ce que nous visons. La rencontre invite les différents acteurs à mieux interpréter le document de politique nationale de décentralisation dans l'exercice de leurs fonctions. Ce, en tenant compte de la participation des citoyens aux actions de développement communautaire. 35% de réalisation en 8 mois, le chantier de l'école des arts et métiers de Dabola avance. Hier, le ministre de l'enseignement technique était sur le site. Il a rappelé le délai contractuel aux ouvriers et les a demandé de s'y tenir. Moussa Komara. Situé au flanc du mont Saint-Cyri, le chantier de construction de l'école régionale des arts et métiers de Dabola avance à grands pas. Sur cette superficie de 5 hectares, 34 ouvrages seront construits avec des aires de jeu. Tous sont sortis de terre. Les ouvriers travaillent sans répit pour rendre les clés avant le délai contractuel de 18 mois. Nous avons 13 bâtiments à niveau, dont 6 sont à R+1. Le 7e, lui, il est à R+2. Plus maintenant les ateliers aussi qui sont au nombre de 13. Aussi, oui, c'est qu'on a entamé pour le moment. Ce chantier école est exécuté à 35% après 8 mois de travaux. Pas de problème majeur dans son exécution. Tous les agrégats sont acheminés. Le coordinateur général de l'unité de gestion de ce projet remercie les partenaires et se félicite de la qualité des ouvrages déjà réalisés. Le sentiment aujourd'hui, c'est de remercier la BID, nos partenaires et toutes les institutions qui accompagnent notre pays et leur dire que la Guinée nouveau, il y a des cadres compétents qui sont en train de mettre en œuvre la politique du président de la République parce que nous ne ménagerons aucun effort pour faire en sorte que les qualités demandées dans ces activités d'infrastructure soient
effective et nous ne ménagerons aucun effort pour travailler de concert avec la supervision, la construction, les grands projets pour faire en sorte que le délai soit respecté. Financée à 80% par la Banque islamique de développement, cette école est une première dans la région administrative de Farana. 78% des cours enseignés seront pratiques avec des équipements modernes, ce qui permettra sans aucun doute de résoudre l'inadéquation entre la formation et l'emploi dans la localité. Et cela nous permettra de tuer une fois de plus définitivement le chômage des jeunes, parce que c'est l'objectif visé par le professeur. Et nous avons commencé il y a cela plus de 8 ans. Tous les enfants de Dabala doivent être à l'école, bon gré, mal gré, parce que nous voulons que Dabala ait un avenir radieux. Et cela passe forcément par l'éducation. À l'instar des autres écoles réalisées dans les villes de Sigiri, Poké, Labé et Zérékoré, ces deux autres de Koya et d'Aboula seront équipées par la Banque islamique de développement. Le maître d'ouvrage salue l'initiative des partenaires et encourage l'entreprise à accélérer les travaux afin de faire face à d'autres enjeux. Et je suis aujourd'hui très fier de l'avancée des travaux sur le chantier de l'IRAM de Farana. Et ma présence ici, c'est de venir voir de près l'évolution des travaux. Comme vous le savez, on dit chez nous, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre 10 fois. Donc c'est ce qui nous pousse aujourd'hui à être là. Et surtout encourager les travailleurs, encourager la coordination pour que le travail aille vite et que pour que le délai soit respecté. La construction de ces écoles régionales des arts et métiers est une initiative du président de la République. L'ambition affichée est de promouvoir la formation des jeunes sur des métiers porteurs d'emploi en Guinée. Le rond-point de Bessia a une nouvelle passerelle, celle-ci est métallique, contrairement à la première qui était en béton et qui avait commencé à présenter des signes d'inquiétude. Le ministère des Travaux publics avait lancé il y a quelque temps des études de faisabilité et le nouvel ouvrage a l'air de rassurer. Ansoman Toumani Kamara. Environ 2 mois après le démontage de la passerelle défectueuse en béton, c'est un ouvrage métallique moderne qui assure désormais la traversée de l'autoroute Fidel Castro à Bessia rond-point. 2 structures métalliques d'une longueur de 26 mètres viennent corriger les anomalies de l'ancienne passerelle. Avec un poids de 26 tonnes, la nouvelle passerelle métallique est à 5,50 mètres du sol. L'avantage est énorme par rapport à cette passerelle, parce qu'elle est plus haute que l'ancienne, et là en plus elle est métallique, et elle permettra aussi aux camions, vous savez chez nous avec les gros porteurs qui mettent beaucoup plus de bagages, ils vont passer plus facilement que par rapport à l'ancienne, parce que notre pont va mesurer une hauteur de 5,50 mètres. Elle est vraiment construite dans les normes, parce qu'aujourd'hui le souci de monsieur le ministre des Travaux publics, c'est de faire de sorte que la population, comme je l'ai dit à l'entame, puisse vraiment se déplacer dans un minimum de sécurité et avec un maximum de confort. Et je pense qu'une telle passerelle répond à ces 2 critères que je viens vraiment de citer, qui font partie vraiment des missions qui sont assignées au département. Située à Bessia, l'un des quartiers populaires de la capitale, la nouvelle passerelle réalisée vient renforcer les dispositifs sécuritaires dans la traversée des populations à cette partie de l'autoroute Fidel Castro. C'est avec joie que je constate ce matin cet état du pont qui nous faisait peur ici. Ça faisait peur à tous les citoyens, à tous les usagers de cette contrée. Si aujourd'hui le pont se métamorphose pour apprendre cette configuration qui n'est que positive, je m'en vais remercier toutes les autorités au nom de tous les usagers, tous ces braves citoyens de Bessia qui pratiquent ce pont-là.
Avant ce nouvel ouvrage métallique, l'ancienne passerelle en béton était devenue une sérieuse menace pour les usagers de cette partie de l'autoroute. L'anticipation du gouvernement permet ainsi d'éviter le pire et de doter Conakry d'une autre infrastructure moderne et facile à entretenir. C'est l'heure d'un bilan à mi-parcours pour le nouveau bureau de l'Ordre des pharmaciens. Il présente ses acquis et défis après 10 mois d'activité. Ce n'est pas tout. L'équipe a des ambitions qu'elle décline devant une assemblée de pharmaciens. Karno Marouba, Mama Issata Kamara. Régulariser le secteur pharmaceutique, une ambition des nouveaux dirigeants de l'Ordre national des pharmaciens de Guinée. 10 mois après son élection, le nouveau bureau fait la restitution des activités menées durant cette période. Parmi ces activités, la construction du nouveau siège de l'institution, la lutte contre la prolifération des grossistes et la contrefaçon des médicaments en Guinée. Ces assises marquent une nouvelle ère dans le domaine pharmaceutique. Les pharmacies qui étaient représentées, nous avons pu leur faire le point sur toutes les activités qui ont été entreprises par l'Ordre durant ces 10 mois d'activité, qui ne sont pas des moindres, commençant par d'abord les acquis physiques, administratifs, législatifs, des missions accomplies. Donc les pharmaciens étaient à la fois heureux de voir que l'ordre était sur le terrain et se préoccupait de faire valoir la loi et faire en sorte que le secteur soit régulé comme il se le doit. Pour accompagner les acteurs du secteur, l'Assemblée nationale vient d'adopter une nouvelle loi. Nous avons une nouvelle loi qui a été promulguée par le président de la République et à partir de cette date, c'est cette nouvelle loi qui rentre en vigueur. Et donc, tous ceux qui travaillent selon la loi pharmaceutique, selon l'ancienne loi pharmaceutique, doivent se mettre en règle en tenant compte des nouvelles dispositions de la nouvelle loi. Et je le redis encore, ils ont 1 an pour se mettre en règle. Pour que les autres respectent les lois, nos lois, il faut que nous soyons les premiers à les faire valoir. Donc je suis satisfaite, mais le chemin à parcourir est encore long parce que notre secteur, comme je le dis souvent, est un secteur en ce moment fortement fragilisé, mais nous ne perdons pas espoir. Nous sommes vos conseillers thérapeutiques et nous sommes à la disposition de la profession et nous ferons ce que nous pourrons pour faire avancer la profession. À cette réunion de restitution, de nouvelles perspectives sont annoncées. Entre autres perspectives, la conception du code de déontologie des pharmaciens de Guinée et l'extension des activités du bureau sur toute l'étendue du territoire national. En plus bref, les pèlerins guinéens attendus à partir de demain soir à Conakry. Le premier convoi retour quitte la Mecque cette nuit. Plus de 7000 fidèles musulmans ont pris part au Hajj 2018. Ils ont effectué ce 5e pilier de l'islam et ont prié pour la paix et la prospérité de leur pays. À Kissidougou, plus précisément à Sangardo et Mara, 2 localités qui ont organisé des journées de prière. Les fils du terroir ont lu le Coran et imploré la grâce divine pour la paix en Guinée. C'était aussi l'occasion de parler développement. Algassimoba. Ils sont fils résidents, ressortissants et sympathisants de la sous-préfecture de Sangardo, préfecture de Kissidougou, à se retrouver pour des prières en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Une occasion mise à profit par les participants pour se pencher sur les besoins cruciaux de la localité. Objectif, faire de Sangardo une sous-préfecture pilote dans le développement de la préfecture. À cette rencontre de lecture du Saint-Coran, les fidèles musulmans ont imploré Dieu afin qu'il répande sa miséricorde sur la localité et sur tout le pays. On était tous mobilisés ici autour de l'idéal et il y a eu au moins 60 imams qui étaient sur le tapis pour lire le Coran. Durant les 48 heures, on a imploré la grâce de Dieu pour tout le monde. Même élan dans le village de Mara qui accueille chaque année du beau monde pour des prières et cérémonies de lecture du Saint-Coran à la faveur du pacte de paix qui lie les 3 communautés principales de Kissidougou. Pacte lié jadis par l'érudit Mouri Suleiman Sissabane, Kissi Kaba Keita et Kourani Souri.
Nous avons fait des prières, les imams ont fait des prières pour le village de Mara, mais le contenu du Coran dépasse une personne, ça dépasse un village, ça dépasse même un pays. Donc nous avons fait des prières pour la paix en Guinée, la paix à Kissidougou, le développement de toute la Guinée, pour que les actions qui sont entreprises par le gouvernement, par le président de la République, le professeur Alpha Condé, puissent concourir au développement de la Guinée. Nous savons qu'il se bat pour le développement du pays, mais le chemin est des fois difficile pour arriver au résultat. Aujourd'hui, nous avons quand même connu en Guinée un début de développement. Il n'y a pas un village aujourd'hui où on a des problèmes de nourriture. En tout cas, ce qu'on constatait avant, cela s'est beaucoup amoindri comme difficulté sur le plan alimentaire. Outre les prières, des bénédictions pour la promotion de la paix et l'unité de tous les Guinéens ont été faites par les ressortissants. Ce village historique, point de départ de l'islamisation de toute la forêt, a enregistré la présence de plusieurs cadres de la localité, notamment le président de la Cour des comptes. La Russie mobilisée contre une réforme que les citoyens ont du mal à digérer. Le gouvernement opte pour le relèvement de l'âge de la retraite. Des milliers de personnes ont défilé contre ce projet. C'est le premier élément de l'actualité internationale avec Kamara Boubacar. Des milliers de Russes ont manifesté ce 2 septembre à travers le pays contre un projet de relèvement de l'âge de départ à la retraite. Une mobilisation qui se poursuit malgré les promesses de Vladimir Poutine d'un assouplissement de la réforme. À Moscou, 7500 personnes, selon les autorités, se sont mobilisées. Des manifestations ont également eu lieu dans plusieurs autres villes de Russie, comme ici à Saint-Pétersbourg au nord-ouest, où 2500 personnes ont défilé. En Allemagne, le face-à-face entre pro et anti-étrangers a eu lieu. Plus de 8000 manifestants sont descendus dans les rues de Chemnitz, les uns pour protester contre la politique migratoire du gouvernement d'Angela Merkel, les autres pour exprimer leur soutien. Cette ville saxonne est depuis une semaine l'épicentre de la mobilisation de l'extrême droite allemande contre les étrangers, suite à un meurtre dont un demandeur d'asile irakien est suspecté. En Irak, justement, les amputés de la guerre nagent contre le handicap. Les Irakiens ayant perdu un membre lors de la guerre contre les djihadistes et désormais aidés de prothèses, retrouvent le plaisir de nager lors d'une compétition à Erbil, la capitale du Kurdistan irakien. Des responsables kurdes et des officiels koweïtiens qui ont financé l'équipement de la rééducation de civils et de combattants assistent à la course. L'Irak compte de centaines de milliers de militaires et de civils blessés dans les attaques perpétrées par des groupes extrémistes. Cette grand-mère palestinienne de 118 ans est désemparée. Depuis 51 ans, après la guerre des 6 jours durant laquelle Israël s'est emparé de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, elle vit dans ce camp des réfugiés soutenus par l'ONU. Mais vendredi dernier, les États-Unis, qui étaient les plus grands contributeurs au budget de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, ont annoncé qu'ils cessaient leur financement à cette organisation, l'accusant de mener des activités irrémédiablement biaisées. Plus de 3 millions de Palestiniens sont soutenus par cette agence onusienne, notamment à travers un réseau de plus de 700 écoles et de centres de santé dans les territoires palestiniens, mais aussi au Liban, en Jordanie et en Syrie. Et c'est la fin de cette édition d'information. Demain, vous serez avec Hassan Hilal Silla pour les éditions de la matinée et Maferin Camara pour le journal complet à 20h30. Bonsoir.